Là, on va passer maintenant au gros morceau, c'est le titre du live, hein. C'est Ogrit, donc Ogrito, aussi en japonais, donc qui est un auteur qui a pondu beaucoup de titres, tous plus irrévérencieux les uns que les autres, hein. Il a fait quand même beaucoup de gros shonen qui tâchent, avec beaucoup de fanservice. Je vais pas revenir à chaque fois en détail sur chacun des titres, je vais juste revenir sur différents titres, on va parler surtout des deux gros événements du moment. Donc en 97, il a écrit Tenju Tenge, ou Enfer et Paradis en français, qui a eu du droit à une adaptation animée, donc c'est sorti en 97. On va suivre Soichiro Nagi et son pote Bob, qui arrivent dans un lycée pour être les big boss, les gros délinquants, et ils vont se rendre compte que c'est un lycée qui accueille les plus grands experts en arts martiaux de tous les temps, et donc ils vont se rendre compte que c'est un peu des petites merdes, et il va y avoir tout un délire de grands combats, de traditions familiales qui vont être pris dedans. Ça va être un joyeux bordel, c'est génial à lire. Moi j'ai l'édition, la dernière édition de Panini, donc, qui est juste, je vais vous la montrer, elle est juste là. Voilà, qui est juste là, c'est juste celle-ci. Où en fait on a l'héroïne qui apparaît, attendez, je vais peut-être le mettre en grand. Voilà, qui est juste là. Je trouve que l'édition, alors elle est pas exceptionnelle, mais voilà, juste le petit dessin, je trouve que ça habille la Mangatech. Donc à terme, si je revends des titres de Ogrit, je pense que je garderai juste le Enfer et Paradis et l'artbook. Là récemment, je me suis pris le Air Gear, donc l'édition Ultimate Unlimited en numérique. Et en fait, je la prends en numérique parce que je vais revendre mon édition simple que j'ai, hein, qui est juste là, qui est juste ici. Alors, en bleu, c'est vraiment la même couverture, hein, il n'y a rien qui change. Donc, qui en fait a un volume double à la base, hein, avec les pages couleurs. C'est une bonne chose. Ça, j'en parlais juste après. Vous allez voir les pages couleurs. Et en fait, Badass me disait, mais pourquoi tu prends pas juste cette édition-là en numérique? Et bien en fait, cette édition-là en numérique, elle coûte plus cher que l'édition Unlimited. Parce que Unlimited, c'est des tomes doubles qui sont vendus à 7 € à peu près en numérique. Cette édition-là, elle est vendue à 5 € en numérique. Sauf que, si l'édition Unlimited, c'est 2 volumes en 1 à 7 €, si j'ai les tomes séparément, ça me coûte 10 balles. C'est-à-dire que je perds 3, enfin, il y a 3 € de différence. Sur une série qui fait 15-20 volumes, ça fait quand même 40-50 € de différence. Donc, je prends l'édition Unlimited, et en plus, il y aura les pages couleurs sur cette nouvelle édition, donc j'en profite. Donc, Air Gear, c'est la deuxième grosse série de l'auteur, qui publie toujours dans le Shonen Magazine de Kodansha. Donc dans cette série on va suivre Iki, qui est un peu le grand loupard de son coin, et qui a toujours rêvé de voler, de tout ce qui a un rapport avec la gravité, le pouvoir flotter, et il va se retrouver mêlé à des guerres de air trick, donc qui sont un peu des délinquants qui se battent sur des rollers. Donc avec des magnifiques pages couleurs, hein, dans cette édition là, pages couleurs qui étaient dans la première édition. Alors dans le premier volume en fait il y avait les pages couleurs. Donc je m'en souvenais, et en fait, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne se souviennent pas, je me souviens d'un interview de Renaud Lemaire, qui avait sorti le tome 1 de Air Gear en même temps que le tome 1 de Dreamland, et quand il avait vu que Air Gear sortait avec des tomes en couleur, il a dit, on pourrait faire la même chose pour Air Gear, puis qui avait dit, pas de souci, et donc il a sorti un tome 1 avec les pages couleurs, et il a dit, maintenant qu'on l'a fait pour le tome 1, on peut le faire pour le tome 2, et donc c'est pour ça que Dreamland, à chaque tome, on a toujours des pages couleurs au début. Alors depuis, ça a beaucoup changé, il y a même des pages couleurs au milieu. Donc voilà, Air Gear, c'est vraiment sympa, donc très rigolo, avec beaucoup de passages assez irrévérencieux. Hein. Là, si vous voulez du paf-paf, du Opie, vous allez lire, hein, voilà, il y a beaucoup de plans fesses, enfin, beaucoup, un petit peu. Mine de rien, en fait, il y en a toujours une fois de temps en temps, on va dire pas un chapitre sur deux, pas à chaque chapitre, mais on va dire un chapitre sur deux, il y a toujours une nana un peu mignonne. J'avais oublié à quel point le début était hyper violent avec la team des Skulls, qui vient et qui littéralement viole le héros. En fait, il est laissé sur le carreau, on lui fout un pétard dans le cul et on lui a complètement déchiré l'anus. Hein. Alors même dans le Enfer et Paradis, il y a un passage où la copine de Bob, le pote du héros, est violée. Il y a un chapitre entier où tu vois ça, enfin, on sous-entend ça, et on entend vraiment qu'elle a été violée. Ouais, donc c'est pas forcément toujours pour les petits-enfants. Moi, c'est un truc que j'ai lu quand j'avais 15 ans, et je trouvais ça hyper violent, vulgaire, etc. Ça me plaisait. Avec ce côté Furio, voilà, qui est très présent. Et je pense que c'est aussi une des séries qui m'a fait aimer le Furio, parce que c'en est
un petit peu de manière déguisée, hein, avec ce truc, ces badges hyper stylisés qui sont vraiment, que j'aime beaucoup. Ces combats et ces doubles pages qui sont vraiment, tout en longueur, ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup ce que fait, voilà, encore une fois, encore un petit plan opaille, culotte, hein, en dessous. Vraiment cool, il y a des doubles planches. J'ai hâte de voir sa masterclass où il va faire un live drawing. Ça va vraiment être incroyable. Des petites scènes vraiment rigolo. Pas grand chose à dire en plus, mais voilà. Globalement, en fait, le truc, c'est que le volume 1, les seules pages couleurs, c'est celles qu'on a vues au début. Donc, il y a 4 pages couleurs. Donc, c'est vrai que pour une édition, là, encore une scène fanservice, voilà, il n'y a pas grand chose, hein, finalement. On voit rien, en fait. Hein, on voit juste une feuille qui s'habille de dos. Donc, en fait, tout le truc intéressant, on le voit pas. Voilà, il y a des scènes vraiment cool. Et alors, un truc qui est vraiment cool, alors, c'est que dans la première édition de Airgear, à la fin, on avait des petites bonus de Ty Chris qui expliquaient comment faire du tricks avec les rollers, qu'on n'a pas dans cette édition-là. Par contre, à la place, on a un petit reportage, enfin des petits bonus en page de l'auteur qui t'explique comment il est devenu Ogure Ito et comment il est devenu Ogritz. Et en fait, il expliquait que quand il était collégien, il est tombé sur un magazine de cul et qu'il voulait absolument l'acheter. Et donc, il t'explique comment il a acheté ce magazine de Polisson. Donc c'est ça, c'était super intéressant. Et je me dis, si chaque volume, on en apprend un peu plus sur l'auteur, et ben c'est une des grosses raisons pour laquelle je vais me prendre l'édition Perfect. Prestige, je sais plus comment ça s'appelle. Donc après avoir sorti Airgear, on a eu chez Kazé, à l'époque, son nouveau manga, enfin son manga suivant, Björk Trinity, donc qui est sorti dans le Ultra Jump de la Shueisha. Un peu particulier, une série en une quinzaine de volumes dont j'ai pas un très grand souvenir, enfin pas un souvenir mémorable. C'était sympa à lire, mais ça, comme tous les titres de Ogritz, ça part un peu dans tous les sens au bout de quelques volumes. Donc dans cette histoire, on a un virus étrange qui a fait son apparition dans le monde, baptisé le Biobug, et qui crée des trous dans les mains des gens. Et en fait, il y a tout un délire où en fait ils peuvent aspirer les objets à travers leurs trous. Et en fait, ils vont devenir des sortes d'hommes fusionnés avec un objet. Genre typiquement, moi, si je fusionne avec un manga, bah, j'aurai une main, ça sera un volume de manga. Où il y a des mecs qui vont mettre une épée, donc il va avoir une main épée, etc. Et à un moment, on leur dit, et qu'est-ce qui se passe quand t'avales quelqu'un ? Et donc tout le propos du manga va être là-dessus, hein, par rapport... Il y a un petit côté un peu X-Men, avec ils sont un peu traqués parce qu'ils sont différents, mais voilà, c'est pas non plus une œuvre de dingue. Ensuite, plus récemment, en 2018, il a adapté les light novels, enfin les premiers light novels de Nishi Oisin, donc Bakemonogatari. Donc c'était sorti dans le Shonen Magazine de Kodansha, et c'est sorti chez Pika, à nouveau, comme Airgear. Et donc c'est l'adaptation des 3 premiers romans light novel de Bakemonogatari que j'ai relu récemment quand c'est sorti. J'avais des bons souvenirs du début, après ça partait un peu en cacahuète, parce que avec le rythme j'oubliais un peu le truc. J'ai tout relu, c'est génial. Vraiment l'histoire, donc on va suivre Itagi qui est un Koyomi Itagi qui est un lycéen un peu morbide qui est aussi un vampire, qui va rencontrer une de ses camarades de classe qui a un problème, c'est qu'elle n'a pas de poids, parce que tout son poids a été retiré par un crabe, et donc il va y avoir toute une succession d'enquêtes. C'est vraiment l'histoire, en fait, la série est divisée en 3 parties. T'as vraiment la première partie où c'est vraiment 3-4 enquêtes où tu vas voir Koyomi qui aide sa copine qui a pas de poids parce qu'un crabe lui a retiré. T'as une histoire avec une jeune gamine qui est perdue et en fait c'est un fantôme qui est possédé par l'esprit de l'escargot. T'as une enquête avec une fille qui a un bras gorille et qui est maudite par rapport à un démon, etc. T'as une histoire où tu vas suivre comment ça s'appelle j'ai plus son nom. Une fille qui est possédée par un serpent, mais en fait c'est plus compliqué que ça, il y a tout un délire par rapport au traumatisme, par rapport à la persécution à l'école. Et après ça, t'as un gros flashback qui t'explique comment Koyomi est devenu un vampire. Et après t'as un gros arc sur la déléguée de classe et le chat, et après tu finis l'histoire. Ce qui fait que t'as vraiment 3 gros arcs qui sont vraiment tous qualitatifs, qui sont hyper intéressants. Des fois très inventif en termes de dessin, parce que y a des passages où les personnages parlent énormément, et en fait tu te retrouves avec des fois des pages entières de texte, mais pour rien dire, et même le héros dit arrête de monopoliser les pages pour rien dire. Alors littéralement, a dit des trucs banals et a dit des conneries. Je suis sûr que, pour ne pas avoir tout lu, je suis sûr qu'au milieu il y a marqué si t'as lu ça, t'es vraiment désespéré.
Je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça. Donc c'était super intéressant. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir Bakemonogatari. Juste un reproche, c'est qu'en fait j'ai un pote qui connaît un peu Bakemonogatari et qui m'expliquait que en fait, quand je lui disais « Ah, le manga s'arrête là », il me dit « Mais tu te rends compte que c'est que la 3e saison de l'animé et qu'on en est à 7 ou 8 saisons et qu'après, il y a un arc où on va suivre les petites sœurs du héros où elles vont être elles aussi possédées. » Je lui dis « Bah, ils en parlent à la fin du bouquin. » Il fait « Bah ouais, mais c'est parce qu'il y a un arc entier sur elles. » Et j'ai fait « Ah, c'est dommage de pas avoir ces arcs-là. » Parce qu'en plus, à la fin du tome, on me dit juste « Oui, tu sais, il y aura une histoire où je vais affronter ma sœur, une histoire où je vais rencontrer mes parents, une histoire où je vais faire ci. » Et c'est juste, ils nous teasent les arcs suivants qu'on n'aura peut-être jamais en manga. C'est débordant d'imagination pour Trinity, j'ai trouvé ça trop cool. On voit aussi l'influence de Bakemonogatari avant même qu'il ne fasse le manga. Influence qu'on retrouve encore plus dans Keijin Fugeki, avec des parallèles sombres autour des secrets et viols. Oh, de toute façon, il y a toujours eu, dans les œuvres de Air Gear, il y a toujours eu quand même des gros secrets. Moi, Björk Trinity, je n'ai pas un super souvenir. C'était pas mauvais, mais c'est vrai que j'ai moins aimé que Air Gear ou Bakemono que je viens de relire. Je trouve génial la fusion des deux arcs sur la fin alors que ça n'a jamais été fait comme ça dans les autres versions. Il s'est super réapproprié l'univers. Ok, bah moi je ne connais pas j'ai jamais vu les séries d'animation ni les light novels, mais c'est vrai qu'il m'a donné grave envie d'en savoir plus là-dessus. Et donc, là cette année sort son dernier titre en date, sorti il y a 1 an au Japon, donc Keijin Fugeki. Donc toujours chez Pika, hein, sorti en 2000, qui a commencé il y a un peu plus d'un an dans le Shonen Magazine de la Kodansha. Donc l'histoire c'est dans un futur lointain, des catastrophes surnaturelles nommées Nocturnes menacent la Terre sous la forme de créatures monstrueuses. Seul rempart face à elles, les Fugeki, des chamans dansant pour puiser l'énergie des dieux et contrecarrer les Nocturnes. Parmi eux, 2 jeunes hommes, l'un se nomme Jin et habite une bourgade de la campagne japonaise, l'autre s'appelle Gao et fuit son pays natal, l'Empire britannique, en proie à la nocturne des typhons. Liés par le destin, tous deux vont s'allier pour empêcher la fin du monde. Et j'ai pas aimé. C'est vraiment... je voulais en parler, etc. Je suis resté un peu de marbre face à ce titre-là. C'est la première fois où vraiment je finis un titre de Ogrid et je dis c'est pas dire que c'est pas bien, c'est juste que là je suis moins fan. Pourtant c'est même pas le côté c'est complètement ressuscité dans le truc là. On est quand même sur un complètement différent. On a une relation entre 2 personnages masculins, un peu comme Enfer et Paradis. Là t'as vraiment un gros baraquet et une sorte de petite crevette. Donc ça n'a rien à voir avec Enfer et Paradis. Hein. Même si en vrai en le disant on dirait un peu comment il s'appelle. Bob et comment il s'appelle le héros, j'ai plus son nom, je l'ai dit il y a 10 minutes, et Soichiro. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas hyper emballé. Après, faut dire que c'est encore une fois une sorte de énième série d'exorcistes. Alors même si là, ils ont affronté des sortes d'entités surnaturelles, qui est sûrement une référence, vu que on nous parle de créatures surnaturelles et de créatures qui sont là pour... qui sont des menaces, on va dire... j'ai plus le mot pas tangible, mais voilà, qui sont vraiment des représentations de catastrophes naturelles, voilà, le typhon. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de référence écologique au fait de, voilà, vous saccagez la Terre va venir vous saccager, bande de petits mécréants d'humains. Impressionnant pour Donader aussi, ça va vite avancer. Après voilà, mon manga préféré 2024, il y a des trucs que j'ai jamais lu, vu ailleurs ou presque, impressionnant pour Donader. Moi j'avoue que pour l'instant, c'est toujours très bien gratté. Hein. Ça, je vais pas dire que c'est mal dessiné. Hein. Ils pondent ça, comme tu dis, en plus en hebdomadaire Sweet, c'est assez impressionnant. Il y a des planches qui sont toujours l'apparition du nocturne typhon. C'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que moi, je parle vraiment en termes d'être convaincu. Là, pour l'instant, je suis resté, j'ai fini le bouquin, j'ai fait ouais, je suis moins dedans que je l'étais pour un Bakemono ou que je l'étais pour un Air Gear. En plus, c'est Air Gear que j'ai relu. J'avais vraiment peur en relisant Air Gear de me dire c'était pas si bien que ça. Et en vrai, j'ai réapprécié, ça m'a vraiment rappelé ma jeunesse. J'aime beaucoup leur invocation de géants grenouilles, c'est complètement débile. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pense que le tome 2 me donnera peut-être tort, mais là, j'avoue que j'ai fini le volume 1. Ouais, j'étais pas aussi convaincu que je l'étais pour un Bakemono, mais Bakemono, j'étais plus surpris, je comprenais pas trop ce que je lisais.
Là, c'est plus, ouais, il me faudrait peut-être un volume 2 pour me faire un avis plus concret. Donc, on verra avec le prochain tome, mais c'est vrai que là, pour l'instant, je suis resté un peu plus de marbre par rapport à ce que j'ai lu avant. C'est plus l'histoire qui est un peu déjà un peu touffue. Tu sens que là, il veut... Moi, c'est toujours le reproche que je trouve avec Ogritz, c'est que le début est vraiment cool, et plus ça avance, plus ça part en cacahuète. Mais genre, je me souviens que Ergir, au bout d'un moment, on nous parle de sectes, de religion, on nous parle d'organisations qui, depuis 20 ans, préparent des clones, etc. Puis, c'est des gamins qui se battaient sur des rollers à la base, hein. Là, on nous parle d'entité divine, hein. C'est n'importe quoi. Björklinti, c'est pareil, je me rappelle à un moment, je crois qu'il y a pas des histoires de looping dans le temps, etc. Ou même Enfer et Paradis, ça partait sur des délires de sectaires, de religion et de familles qui faisaient des coups d'état entre eux. Ça partait vraiment en cacahuète. Là, j'ai l'impression que dès le début, déjà, c'est quand même pas mal touffu, donc bon, on verra. En tout cas, je prendrai la suite, hein. Moi, c'est Ergir, Ogritz, j'adore ce qu'il fait, donc je continuerai, mais même si là, pour le volume, cette série, le volume 1 m'a pas autant convaincu qu'avant. Ouais, côté scénario, c'est très animatique et pas mal d'humour aussi. Après, moi, l'humour, ça me dérange pas. C'est vrai que, par exemple, là, pourquoi cette gamine, elle a deux têtes? J'ai pas compris. Là, je dis, ok, mais genre, c'est quoi? C'est un esprit? Mais non, on va à l'école avec lui. Donc, je dis, mais... Et personne ne se pose de questions. Ça m'a surpris, en fait, ce genre de truc. Donc, voilà, pour l'instant, Ergir, c'est celui qui me reste plus que 50 chapitres. Ah bah, tu vas voir, hein, il va te rester des trucs à lire. Hein. C'est pas mal.